Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Avenia. Aujourd'hui, un épisode où on va pouvoir revenir un peu sur une personne qui est bientôt depuis presque un an. Encore un peu de temps, mais notre nouvel entraîneur, Monsieur José Mourinho. Pour contextualiser un peu la chose, on est à peu près à quelques jours après ce match nul face au FC Porto, qui nous maintient sous cette troisième place. Et en même temps, c'est la seule compétition qui nous reste à jouer. Euh, donc on va revenir ensemble sur un peu le bilan de la première année de Mourinho à l'instant T. Là, du bilan, on peut rentrer sur les différents sujets annexes, la formation, les résultats, le contenu, la relation avec les supporters et certainement la direction. Pour côté de ce sujet, j'ai avec moi mes chers amis Raoul et Hugo. Je vais commencer par toi, mon Raoul. Comment tu vas après ce week-end un peu chiant où tu étais au stade? Ah bah, en fait, ouais, j'étais en train de dire que le résultat, ne m'a pas convaincu, hein. Donc, j'ai fait le déplacement au stade. Bon, on souhaitait tous une victoire, grosse crainte. Mais bon, je pense on reviendra dessus. Mais, écoute, pas trop satisfait du classement. Moi, j'espérais mieux ce week-end. Donc, ouais, bah, tous, hein, je pense, hein, mais Oui, on va comment? aller un peu plus en détail par la suite. Bon, Hugo, je pense que tu es dans le même état d'esprit, un peu abattu par le match nul, mais est-ce que tu es surpris? Je sais pas. Ouais, bah, déjà, j'espère que tous ceux qui regardent le podcast vont bien et j'espère que toi aussi, Raoul, tout se passe pour le mieux, même si le week-end a été très décevant. Comme j'avais dit, dans le dernier podcast, j'avoue que j'étais confiant pour ce classico et de toute façon, c'était un résultat, comme on dit, tuer ou mourir et bon, finalement, bah, c'est con parce que on n'a ni perdu ni gagné, comme, trop, souvent dans cette saison. Mais ouais, un peu, même beaucoup déçu. Je pense qu'on va revenir, plus en détail sur le match ensuite et sur Mourinho, mais c'est vrai que ça fout un petit coup au moral. Comme tu le dis, un sacré coup au moral. Moi, on avait fait un peu en avant-match, entre guillemets, tout ce qui s'était passé sur les dernières semaines. Donc, j'ai listé Real Madrid et l'avant-match, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, du FC Porto. Mais finalement, le match, ouais, on s'attendait peut-être à une autre attitude, à une autre vision de cette équipe. On avait vu ces matchs en Ligue des Champions qui étaient un peu plus intéressants quand même dans le contenu. On voyait une équipe un peu sûre de ses qualités, de ses forces ces derniers temps, je trouve. Donc on attendait voilà, une meilleure disposition de la part de l'équipe de Mourinho, mais finalement, ce qui est le plus décevant, c'est certainement cette première mi-temps. Euh, mais bon, on va pas revenir en détail sur ce match, on va l'évoquer forcément par rapport au travail de Mourinho. Et j'aimerais te poser d'abord une première question à toi, Raoul. Est-ce que finalement la première mi-temps de ce match, non, tu sais quoi, les deux mi-temps de ce match montrent un peu le, le travail global de Mourinho sur cette première saison de Benfica? Est-ce que finalement, on n'a pas tous les ingrédients de ce qui peut être le mieux fait par Mourinho et aussi ce qui a pu être le plus problématique pour lui au cours de cette saison? Bah, alors, ouais, on peut le prendre de manière différente à mon avis. Le, Une part l'entraîneur, il a une part de responsabilité sur ce qui se passe, aujourd'hui, mais aussi, la direction. Donc, quand on dit qu'il est là depuis, 1 an, en fait, il a pas commencé la saison, donc c'est pas les joueurs, peut-être qui voulaient, même si au départ il a dit du bien de l'équipe, quand on l'a éliminé, en phase préliminatoire de Ligue des Champions. Hem Donc ouais, je pense qu'on peut le prendre de 2 manières différentes, côté Mourinho et côté direction. Je pense que les deux sont liés et il faut en parler. Donc moi, du point de vue de Mourinho, moi je suis plutôt un défenseur de cet entraîneur, dans le sens, alors j'étais pas fan avant, pour tout vous dire. J'ai jamais été trop fan du style de jeu, de Mourinho. J'aime bien la personne, mais je suis un défenseur de Mourinho dans le sens où par rapport à cette direction, je pense qu'il
il était le bienvenu et il cache peut-être beaucoup de misère qui se passe aujourd'hui dans le club, ou en tout cas dans ce qui est de la gestion sportive et de la préparation qui a été de la saison. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Pour parler de ce match, comme tu dis, ça résume un petit peu notre saison, hein, où on passe sur des grandes émotions comme le match de la qualification en Ligue des Champions contre le Real. Et après, on peut passer par des déceptions, notamment sur cette première mi-temps qui est catastrophique, j'ai envie de dire. Et en tout cas, ce qui n'était pas du tout attendu par rapport à un match, comme on dit, le match de l'année à la maison pour se relancer dans le championnat, en espérant tous une dynamique pour aller le chercher, ce championnat, même si on était à 7 points. J'ai envie de te dire, c'était vraiment le match de la relance qu'on attendait tous. Donc, ouais, première mi-temps catastrophique. Moi, quand j'étais dans le stade, moi, j'ai revu le match après à la télé, mais quand j'étais dans le stade, j'ai même eu une crainte de me dire: «Tain, ils vont pas encore nous faire un un scénario avec un résultat qui va rester dans l'histoire de Porto». Et j'ai envie de te dire, bon, on a vu une réaction sur les 25 dernières minutes qui nous ont permis de faire ce match nul qui a une petite saveur de défaite quand même pour nous. Mais bon, un moindre mal, on n'a pas perdu. Alors après, on ne peut pas se satisfaire de ce genre de résultat. Et ça, Mourinho, je pense qu'il a la chance qu'on a, c'est que c'est un entraîneur portugais. Il connaît la dimension de Benfica et il sait ce qui est attendu pour ce club et notamment par ses supporters. Et pour le coup, il sait très bien que s'il continue, puisqu'après il y aura aussi ce sujet-là, hein, je pense, mais s'il continue la saison prochaine, heu, ça ne pourra pas être le reflet de cette saison. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bon, il y a du pas bon. Après, par rapport à notre jugement de nous, supporters, dans les tribunes, après on ne sait pas tout ce qui se passe non plus, dans les vestiaires, la fraîcheur des hommes, bon, c'est un tout. Moi, je suis plutôt pour sa continuité. Maintenant, et qui commence la saison avec ses idées à lui. Maintenant, il y a quand même beaucoup de questions heu, autour de ça, son envie, l'envie du club et après le style de jeu qu'il va vouloir faire, avec quels joueurs. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a, comme on l'a vu en première mi-temps, il y a des choses qui marchent pas bien. Non. Je vais essayer de compléter avec tes dires. Il est vrai que le match, voilà, on a tous une vision. Moi, c'est la première mi-temps, j'ai un gros problème avec la première mi-temps et je comprends qu'en fait, il est très dépendant de certaines individualités. Heu, je pense à Orsnes et Barreiro, bien évidemment Chadrup, mais Chadrup était sur la pelouse. Heu et il est vrai qu'il y avait un visage d'une équipe qui était totalement différent des derniers temps. Alors, est-ce qu'il compte sur eux ou non? Sur Rio, Senzo, je sais pas trop, mais en tout cas, la préparation de ce match, la première mi-temps, elle est assez bizarre, surtout quand tu vois sa conférence de presse d'après-match où en fait, il pointe tous les mots, il analyse très bien le FC Porto. Comme il le dit, il faut pas le voir d'une mauvaise manière quand il dit que le FC Porto est facile à analyser. Moi, je le comprends très bien. Le 1er but, c'est tu vois ça à peu près entre guillemets dans toutes les écoles de foot, c'est-à-dire, l'attaquant qui décroche, qui la remet, au joueur face à lui, qui lance le troisième homme, qui part en profondeur. Moi, je veux dire, c'est des schémas de jeu que le FC Porto a depuis le début de saison et j'ai aimé la phrase, que d'ailleurs Jean Nou a mis sur Twitter, cet après-midi, sur sa conférence de presse. Qu'on aime ou pas, le FC Porto joue comme ça marche, ils vont au bout du bout avec leurs idées et du coup, tu as envie de poser la question à Mourinho: «OK, mais quelle est votre idée concrète à l'instant T?» Et moi, je sais pas. Je sais pas comment Benfica aime jouer. J'ai compris il avait, certains joueurs qui avaient, entre guillemets, un peu rejoint ses idées. Je parle de Sheldrup et comme on l'a dit, on prépare un épisode pour lui, et de Prestiani. Moi, je trouve que la première mi-temps de Prestiani est vraiment pas mauvaise. Je Moi, trouve je suis d'accord aussi. je trouve que la deuxième, par contre, oui, beaucoup plus compliquée, mais je pense que l'effort physique était tel qu'il n'arrivait plus à être lucide. Déjà que c'est pas son point fort, le dernier geste, je trouve que le match en demandait beaucoup trop pour un joueur qui répétait énormément d'efforts, donc c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Heu
Mais tu vois, t'enlèves ça, moi, la première mi-temps, il y a au moins deux trois relances où je me dis: «Ah ouais, il manque un cerveau sur la pelouse». C'est-à-dire que là, tu envoies le ballon à Dedi, tu envoies le ballon à Rios, bah, en fait, on se projette. On se projette, puis en fait, on arrive à un moment donné où en face, ça défend très bien, on sait pas trop quoi faire avec au niveau du schéma de circulation de balle et en fait, circulation de passe, pardon et tu reviens en arrière et puis là, tu sens que c'est très compliqué et donc si tu pas un éclair de génie de la part d'un Sheldrup, ou d'un Palidis qui décroche assez bien pour essayer de distribuer le jeu, bah, tu comprends vite que ça va être très compliqué et sur ça, je suis assez déçu. Pourquoi? Parce que j'entends que le milieu de terrain soit pas le plus évident, le plus pratique pour, face au FC Porto, il y a pas de souci. Maintenant, j'estime qu'encore une fois, pour quelqu'un qui a lancé certains jeunes, pour quelqu'un qui regarde les matchs, qui était encore présent hier avec, je crois, les U15 face à Estoril, qui est donc assez présent et au fil du temps, même si j'avais beaucoup de doutes au début, je me dis que c'est pas de l'acting. Je me dis qu'il y a un réel intérêt au vu, de la confiance qu'il met sur Anisio, sur José Net, sur Ben Jackie, le fait qu'il ait mis sa patte un peu sur l'équipe B, il y a pas de problème. Mais je me dis: «Pourquoi on voit pas certains joueurs sur le banc? Pourquoi je vois pas Thiago Freitas, sur le banc face au FC Porto?» qui arrive à rentrer contre Naples, qui marque ce week-end, dimanche, le lendemain du match face à Porto avec l'équipe B. Bah, beaucoup de joueurs où je me dis, heu, quand tu prends le but que tu as pris face au FC Porto sur le deuxième par un gosse de 17 ans qui joue titulaire, il y a pas un moment donné où, toi, tu peux faire la même avec certains joueurs de l'AB qui ont déjà la vingtaine, qui peuvent jouer. Alors il y en a qui évoquent Prios. Moi, je pense que Prios aurait pas eu le match le plus simple, vu l'intensité que mettait le FC Porto. Mais, un Thiago Freitas aurait été intéressant, quand on voit le match de Rafa, si Sudakov est pas prêt, pourquoi Gonzalo Moreira est pas sur le banc pour encore une fois venir bousculer tout ça? Moi, il y a c'est ces choix-là que je comprends pas trop et qui vont peut-être illustrer le reste et je vais poser la question à Hugo. Est-ce que tu estimes que la responsabilité de la s de cette saison qui est selon moi, même si on a beaucoup de mal à le dire, mais je pense qu'il va falloir poser les mots à un moment donné, catastrophique, heu, est est due à la gestion de Mourinho ou alors tu le mets vraiment, on va dire secondaire dans tout ça et finalement il avait composé avec ce qu'il avait et il pouvait pas faire mieux? Non, pour revenir sur le classico, je pense que je partage le même avis que vous. La première période elle était vraiment honteuse. J'arrivais vraiment pas à y croire. Je pensais vraiment qu'on allait rentrer avec une certaine intensité. Bon, il y a certaines personnes qui vont rentrer avec le débat, des fumigènes, que comme quoi ça a coupé le rythme des matchs et cetera. Ça peut être, débattable, mais je pense pas qu'on va rentrer dans juste sinon le podcast va durer 3 heures. Après, Mais, c'est entendu ça, tu vois? Mais bon, mmh on Oui, mais peut pas. c'est un sujet, extra. Mais, concernant la tactique, bah, je trouve que presser Porto, très haut, c'était quelque chose de très risqué et ça s'est vu, bah, littéralement dans le premier but que Dani il a décrit. Le fait qu'ils nous fassent comprendre en tout cas que Rios et Barrenechea sont littéralement incompatibles sur le milieu de terrain, on lui donne la raison. On aimerait aussi des explications comme quoi, bah, si on analyse le duo de milieu qui a été aligné depuis le début de la saison, bah, c'est Rios et Barrenechea qui ont été le plus de fois alignés et Barreiro et Orsnes viennent ensuite à la troisième ou quatrième place de duo. Je crois que Barrenechea et Rios, ils ont été alignés 17 fois ensemble et Barreiro et Orsnes, 10 fois. Barreiro et Orsnes ont été alignés car justement il y a eu ces blessures de de Rios et de Barrenechea. Et finalement, bah, ça nous a donné, le cerveau qu'on avait besoin, Orsnes dans sa réelle position de 8 et l'intensité, qui est Baero. Mais, il y a un peu une contradiction de Mourinho. Mais après, j'ai pas envie de lui lancer la pierre sur toute la saison. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que Mourinho a bien fait, et on est vraiment dans cette saison, on est vraiment été dans un contexte, extraordinaire avec, des élections, avec surtout un entraîneur qui arrive en plein milieu de saison parce que, arriver en septembre avec un mercato, qui est tout différent, je comprends que les personnes disent, qu'avec le Fenerbahçe, dès que Benfica avait un effectif extraordinaire et cetera. Mais je pense qu'il faisait du Mourinho et que, c'était vraiment pour Amadou et Benfica. Et donc, je j'ai pas envie de mettre la responsabilité de toute une entité, de toute une institution à seulement l'entraîneur. Je dis pas que tout ce qu'il a fait était bien,
mais je j'ai pas envie de lui donner de faire de lui un bouc émissaire. Tu mettrais, toi, Raoul, ses responsabilités à quel niveau? De côté sur la saison? Bah, moi, je vais pas vous mentir, hein, je la mettrais plus sur la direction, après bon, Mourinho, il est englobé, là-dedans, mais je pense que la saison a été, très mal préparée. On en a déjà parlé, dans des épisodes et puis, j'ai envie de te dire, on en voit la finalité. Donc là, c'était, on va dire, un peu le match du dernier espoir, hein. Comme vous dites souvent, moi, j'y croyais. Heu, Finalement, dimanche, je crois que je suis retombé, mes pieds à terre. J'étais peut-être dans un nuage en me disant qu'on allait le faire. Donc pour moi, la direction, elle a une grosse responsabilité là-dessus, sur la préparation et puis après pour nommer des gens, si on va les nommer. Il y a le président qui dit que c'est son équipe, hein, quand il y a eu, les élections et du coup, le directeur sportif qui a aussi une part de responsabilité parce que c'est lui qui a construit l'équipe avec, le président avant l'arrivée de Mourinho. Donc, pour moi, c'est les grands responsables. Je pense qu'il y a, heu, une remise en question, à tous les niveaux, au sein du club et là où j'ai été déçu, même à la fin du match, et j'ai défends un petit peu Mourinho, sur cet aspect-là. Moi, j'aurais attendu, tu vois, un président qui vient, parler aux journalistes, en protégeant, son entraîneur parce que, bien sûr, tout le monde allait lui tomber dessus. Donc moi, j'attendais un Rui Costa en disant: «Bah, voilà, le résultat, c'est pas celui-là qu'on voulait. On a des choses encore à aller chercher. Mathématiquement, c'est jouable, c'est encore, difficile, mais voilà, il faut aller, jusqu'au bout, Benfica, c'est ça, jusqu'à la fin. Il y a des choses à aller chercher. La première, elle est peut-être compliquée. La deuxième place pour la Ligue des champions, elle est importante. Voilà et je fais confiance à mon entraîneur, je veux que ça soit mon entraîneur pour l'année prochaine, même si au final, il ne le garde pas. Mais moi, j'aurais attendu, tu vois, un discours de sa part pour venir protéger l'équipe et son entraîneur et encore une fois, on l'a pas vu. Donc j'ai envie de te dire jusqu'à ce match-là, c'est toujours Mourinho qui défend, tant bien que mal. Après, on peut le critiquer, hein, mais tant bien que mal, c'est lui qui défend tout le temps, le club, à sa manière. Je pense qu'il a voulu faire passer un message, moi, après la conférence de presse, sur, ce qu'il attend, pour la saison prochaine, si on compte, vraiment sur lui. Il a fait passer le message, hein, je pense en interne, mais aussi à l'extérieur pour les supporters et après il a aussi une part de responsabilité. Comme disait Hugo, au niveau tactique, peut-être pas, la bonne manière qu'on a pris, ce début de match. Des fois, on comprend pas trop aussi, ces changements. Des fois, ils arrivent un peu tard et tout, mais bon. Après, il y a tout un contexte. Nous, on est les entraîneurs bancadas, comme on dit en Portugal. Il y a tout un contexte. Les joueurs, on ne sait pas s'ils sont en forme, pas en forme. C'est des choses, on entend dire, mais on ne maîtrise pas tout. Je pense que c'est un entraîneur qui veut gagner, comme nous. Bon, il peut se tromper, mais voilà, je ne porte pas toute la responsabilité. Moi, le plus grand responsable de cette saison, et on va pas résumer que sur ce match-là, mais le plus grand responsable, c'est la direction et la préparation de cette saison. Après Mourinho, je trouve, il a eu des débuts très, très difficiles. Je trouve que l'équipe jouait pas très bien, comme tu dis Hugo, et en plus, c'était déjà avec ce milieu de terrain. Les blessures ont fait qu'il a dû repositionner, Horns sur, pour moi, le poste où il est le meilleur et il a dû faire confiance à ces 2 jeunes, que ça soit Schellrup, et Prestiani et pour le coup, on sentait, une évolution de l'équipe, dans le bon sens. Je trouve on jouait un peu mieux. Sur les gros matchs, on a toujours fait des bonnes prestations, sauf cette première mi-temps, on va dire avec Porto. Mais on était toujours, je trouve assez bien et on voyait une progression, heu de l'équipe et de certains joueurs. Donc je pense qu'il y avait quelque chose de bien.
C'est dommage que ça s'est pas concrétisé avec la victoire, J'ai une dimanche. question, j'ai une question, Harold, parce que bon, sur tout le reste, moi, je te rejoins. Mais finalement, il y a un truc aussi, est-ce qu'à un moment donné, l'équipe joue pas mieux aussi? Parce qu'à un moment donné, on met aussi les joueurs à leur poste. Alors, ça veut bien qu'il y a une chose où il y a une évolution de certains joueurs. Moi, je considère que Chirop a définitivement passé un cap après ce match face au Real Madrid. Mais il y a des joueurs, c'est peut-être plus intéressant de voir Barreiro plus bas sur le terrain. C'est plus intéressant de voir Osnes à côté de lui dans l'axe. C'est intéressant d'avoir 2 ailiers, que Barreiro en 10, que chez Sudakos sur le côté gauche et Orsnes à droite ou autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'à un moment donné aussi, on s'est pas saboté avec ces choix-là alors qu'on avait déjà les joueurs? Alors, est-ce qu'ils répondaient à toutes les exigences physiques? Je pense pas. Mais encore une fois, quand je vois le FC Porto avec, bon, je sais pas dire le nom, mais le Polonais, Jego Petrezowski ou je ne sais quoi, qui à 17 ans n'est pas un joueur parfait et qui a beaucoup de déchets, mais qui te fait la différence sur un match, est-ce qu'à un moment donné, il fallait pas aussi oser et mettre ces joueurs-là à un moment donné, et cetera, pour trouver d'autres solutions, tu vois? Est-ce qu'il y a moi, ce qui me frustre le plus, c'est ce début de saison où aujourd'hui, tu as 8 matchs nuls et il y avait des matchs où c'était évitable s'il y avait peut-être eu une autre gestion. Parce que finalement, si ce milieu de terrain ne lui convenait pas, ne lui a pas convenu contre Porto, comment il a pu durer autant de temps sur des matchs aussi importants au début de saison? Et ça, vraiment, c'est aussi de la Je faute suis du joueur. d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il a une part de responsabilité et là-dessus, je te rejoins et je pense qu'il a essayé de alors moi, peut-être le plus grand reproche, c'est que des fois, il tâte des choses, mais il met beaucoup de temps, avant de changer. Heu, Après, c'est un entraîneur, il essaye toujours de faire confiance à des joueurs et de les pousser et je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas répondu, présent à notamment à ses attentes et pour le coup, des fois, il met un peu de temps à changer, son schéma tactique, à changer, certains joueurs. Bon, c'est sa façon de coacher. Là-dessus, je te rejoins et je pense que cette doublette, Rios-Barrenetxea, est-ce qu'il l'aurait changé s'il n'y avait pas eu les blessures? C'est une question qui peut rester en suspens. Parce que moi, déjà, je trouvais que ça marchait pas bien, avant. Je sais que dans des groupes WhatsApp, on en parlait déjà. Heu Et c'est sûr qu'il y avait des joueurs où on se posait des questions, par exemple Soudakov, pourquoi il joue à gauche, alors que, il serait meilleur, derrière, Pavlidis, pourquoi, heu, il y a des positionnements de certains joueurs, voilà, on comprenait pas trop Horn sur le côté, alors qu'on sait que dans le championnat portugais, on a besoin de vrais alliés percutants, avec, des centres. Bon, c'est sûr qu'il y a certains choix, je vous rejoins, mais moi je me suis posé la question. Mais néanmoins, alors après, est-ce que c'est les blessures qui ont fait qu'il a changé ou pas? Je trouve qu'au bout d'un moment, il a trouvé le bon schéma, qui nous allait et il y a des joueurs qui ont répondu, présent, et ils ont haussé, leur niveau et j'ai envie de retenir ça, tu vois? Pardon, c'est le micro. Je suis assez d'accord avec toi et moi, il y a un truc que je encore une fois, je crois qu'on l'avait dit dans un épisode, mais où, j'ai revu un peu ma position. C'est par exemple le moment où il lance, Rodrigo Rego. Moi, je le vois, vu que je suis beaucoup les jeunes, moi, je vois un joueur très similaire à Thiago Gouveia, c'est-à-dire une énorme envie. Voilà, très bon en 1 contre 1, pas une capacité de technique, hors du commun, mais qui est suffisamment bonne pour faire des différences. Mais ça va pas plus haut. C'est-à-dire que ça peut devenir un joueur intéressant en première division, mais qui a besoin de faire son petit parcours, et qui pour l'instant, pour moi, est limité pour la A. Mais en termes d'attitude, c'est vrai que c'est un joueur qui peut-être à ce moment-là, donner des garanties à Mourinho que certains ne lui donnaient pas et qui servait d'exemple entre guillemets aux entraînements, sur certains matchs. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne voit pas, aux entraînements et tu vois, je me dis il a une position par rapport à Chedreux où il dit: «Le Chedreux que j'ai récupéré au début, je l'aimais pas. Celui que j'ai aujourd'hui, j'aime bien». Alors ce sera jamais un joueur dans l'aspect défensif qui sera avec une intensité folle, mais qui tactiquement est devenu très intelligent, parce qu'il avait les capacités pour et je le rejoins totalement et c'est vrai qu'à un moment donné, quand il voyait Rodrigo Rego passer 10 000 fois devant lui, ça a peut-être fait tilt au bout d'un moment,
surtout quand tu sors pas du banc, quoi. Donc, et que Rodrigo passe devant toi. Et là, tu te dis peut-être, bon, peut-être que le problème vient aussi un peu de moi. Peut-être qu'il faut que j'en demande un peu plus. Et c'est là où, en fait, je pense que Mourinho teste ses joueurs sur est-ce que je peux répondre présent ou est-ce que juste je suis pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ce type de management. Je pense également que ce type de management, il ne peut plus l'avoir partout en Europe, comme on a déjà pu voir. Je pense qu'il a cette chance au Benfica de pouvoir le faire. Pourquoi? Et je ne sais pas si le parallèle est bon ou pas, vous me direz. Je pense que le management de Mourinho arrange beaucoup de gens. Il arrange beaucoup de gens sur la communication parce qu'il permet, par exemple, à Henri Costa de ne pas se montrer autant parce que la réalité, c'est qu'il n'a pas la puissance de communiquer comme peut l'avoir Mourinho. Il arrange aussi beaucoup de gens au niveau de la formation parce qu'en fait, ça devient un peu l'étendard un peu partout. Et moi, il me rappelle beaucoup Jorge Jesus à l'époque. Et peut-être la meilleure phase que moi j'ai pu voir à Benfica, c'était en fait quand un entraîneur était bien plus qu'un entraîneur et était littéralement un manager qui avait son nez un peu dans tout et n'importe quoi. Alors, pas autant présent sur la formation, euh, ça c'est clair. Il pourra se cacher derrière le fait qu'il avait des effectifs incroyables. Ok. Il avait un bon effectif, ouais. Qui s'est construit avec le temps, mais c'est vrai qu'il avait un peu cette posture de euh, je vais faire comprendre, grand chef un peu. Le leader, l'homme à suivre. Et c'est vrai que moi, je le retrouve beaucoup avec Mourinho, cet aspect-là. Et je ne l'avais pas retrouvé depuis très longtemps. Je ne l'ai pas trouvé chez Lage, je ne l'ai pas trouvé chez Rui Vital, et je ne l'ai pas trouvé non plus chez Roger Schmidt. Vraiment moi, pour moi, par exemple, Mourinho a totalement son vestiaire dans la main. Il n'a pas perdu. Contrairement à Mourinho, là, je trouvais qu'il avait perdu plusieurs fois, peut-être l'année dernière. Je ne trouve pas que Mourinho ait perdu son vestiaire. Et j'ai le sentiment que il a totalement la main dessus et que c'est peut-être le plus dur à avoir. Par exemple, un Barreiro, au final, il a toujours eu un Barreiro dans ses équipes. J'en parlais avec un ami à moi, avec Yacine, du coup. À l'Inter, il avait son Olivier Dacour, qui était peut-être intrinsèquement moins fort que beaucoup de gens, mais qui faisait ses minutes. Il a toujours eu un peu ce Un vieux soldat. entraîneur, c'est ça, qui était prêt à répondre à tout dans l'exigence, et qui servait un peu de modèle. Et c'est vrai que sur les vidéos qu'on a pu voir cette année, Monsieur Barreiro, tu sens qu'il est important dans le vestiaire. Tu sens que c'est une parole qui est écoutée. Et j'ai même dire un truc, Barreiro, je me rends compte au fil de la saison que c'est but contre l'Ajax, but contre Naples, but contre Porto. Je veux dire, le bonhomme, il me semble même que sur la Super Coupe, il est quand même intéressant. Il est à 2 doigts de marquer aussi quelquefois face au Sporting en début de saison. C'est un joueur qui sait se mettre, entre guillemets, au niveau pour les grosses affiches. Techniquement, c'est dur, on le sait, on l'a vu. Et voilà, il y a des moments où forcément les limites viennent au-dessus. Mais c'est le genre de joueur fiable pour Mourinho, mais qui, pour moi, dans la gestion, doit être travaillé d'une autre manière. Je m'explique. Quand tu as un Barreiro avec toi, tu dois avoir en fait à côté de lui soit un crack, soit un très bon prospect en jeune qui demande qu'à jouer et à venir déranger Barreiro. C'est-à-dire que moi, là, le joueur qui, quand Barreiro n'est pas sur la pelouse, ça doit être par exemple un Thiago Freitas ou dans un autre registre, un Jean Vlos, mais dans le plus proche, je dirais Thiago Freitas. Ça ne veut pas être Richard Rios. Parce que Richard Rios, soit il est titulaire indiscutable et il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire qu'il rentre, il joue. On n'en parle pas. C'est-à-dire que c'est vraiment lui plus 10 autres. Au vu du prix, au vu du statut qu'on lui donne, soit il peut pas être en concurrence avec Barreiro. Parce qu'en fait, pour moi, tu dois toujours avoir un jeune qui vient à côté bousculer un peu la hiérarchie et venir te déranger. Et moi, pour moi, Barreiro aujourd'hui, et je trouve ça fou de dire ça, mais à la fin de la saison, peut-être que je me sépare plus facilement de Richard Rios que Barreiro par rapport à tout ce qu'il peut donner sur un contexte Benfica et sur le fait que Mourinho enchaîne sur une nouvelle année. Parce que pour moi, il y a des jeunes en B, on pourra faire un épisode dessus, mais qui sont passés un certain cap et qui demandent juste à faire une pré-saison et avoir l'opportunité, et il va falloir libérer de l'espace pour sa fin. Et j'ai bien peur, mais je pensais pas, mais qu'un Enzo et qu'un Richard Rios puissent être sanctionnés. Alors peut-être que Richard Rios n'est pas encore remis à 100% et qu'on verra sa meilleure version, mais à la fin de la saison, il va falloir faire des choix, il va falloir vendre aussi s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Et j'aimerais savoir comment Mourinho va gérer ça. Si vraiment il a, entre guillemets, un crush sur la formation, sur certains jeunes, et il estime qu'ils ont leur place, ou alors c'est juste un peu de com. Moi, il m'a montré tout et le contraire. Il m'a convaincu et par certaines phases, je peux être un peu déçu. Mais voilà, il a quand même cette posture. Il me rappelle beaucoup Jorge Jesus et j'aimerais voir avec une pré-saison et avec la possibilité qu'il ait la main sur un mercato complet estival, de nettoyer un peu l'effectif. Entre guillemets, nettoyer, c'est pas 10 joueurs, c'est voilà, quelques joueurs à certains postes. De se dire, OK, qu'est-ce que ça peut donner? En sachant que historiquement, les deuxièmes saisons de Mourinho se passent toujours mieux que les premières.
C'est souvent les meilleurs d'ailleurs, donc je pense que je vais en avoir. Hugo, je sais pas quelle est ta position sur ça. Est-ce que toi, tu veux continuer à voir Mourinho ou alors est-ce que tu te dis que finalement non, on n'y est pas? Bah, déjà le point qu'on n'avait pas abordé sur la conférence de presse d'après le match face à Porto et qui était très important pour moi, c'est que il a dit et qui est pour moi, très vrai, c'est qu'il y a un monde, il y a même un univers entre l'intensité physique des joueurs de Porto et l'intensité physique de nos joueurs. Et je pense qu'en disant ça, il vise sûrement, de nombreux joueurs en particulier. Je pense pas que faire cette déclaration, c'est, tuer un vestiaire comme, certaines personnes peuvent le dire. Mais je pense qu'il fait sûrement allusion, à malheureusement à Enzo que j'aime beaucoup. Mais, comme, tu as eu en discussion, sur les réseaux avec Philippe, Enzo Barrenechea, c'est un joueur qui a l'air très particulier, qui a un j'allais dire un 6, mais c'est même plutôt un 5, style argentin qui est même, qui a bien fonctionné au début de l'âge parce qu'il était bien mis entre les 2 défenseurs et qu'il avait la liberté de pouvoir faire ses passes et trouver les lignes et d'ailleurs c'est ce qu'on reprochait de ne pas faire à Florentino, sauf que c'est drôle car Florentino complète Barrenechea. Barrenechea a un jeu sans ballon qui est très faible et une intensité physique, pas nulle, mais presque, mais une capacité avec le ballon extraordinaire et Florentino, c'est tout l'inverse. Donc ça va être très compliqué je vais pas dire de retrouver un futur avec Barrenechea parce que ce serait, j'imagine mal le voir partir cet été. Mais je pense que Mourinho vise clairement, Barrenechea et d'autres joueurs et concernant la continuité de Mourinho, moi, je sais pas ce que Raoul en pense, mais je suis de ton avis de qu'il reste. Après, pour moi, il y a toujours quelque chose qui, pour moi, doit être mis au clair pour m par Mourinho. Je pense que ça a été mis au clair, mais par le président, qui est: est-ce qu'il va vraiment rester? Car on sait très bien qu'il y a le spectre de la sélection portugaise. On n'est pas bête. On sait que le rêve de Mourinho, c'est d'entraîner le Portugal. On sait très bien que Roberto Martinez est sur la sellette. Donc, est-ce que Mourinho et Costa vont avoir, je sais pas, une espèce de conférence de presse en fin de saison, une déclaration pour dire: «Peu importe ce qu'il se passera, Roberto Martinez viré ou même Roberto Martinez, remercié après un sacre en coupe du monde, soyons fous. Et même comme ça, il y restera à Benfica. Là, ça me tranquillisera un peu et là, on repart pour une saison par pitié avec de la tranquillité, où il n'y a pas des licenciements qui se font dès octobre ou dès novembre. Juste une saison qui est bien planifiée avec des joueurs, on laisse l'entraîneur travailler, avec des défauts, avec des qualités, mais juste, une saison normale quoi, parce que je commence un peu à saturer des saisons où on vire les coachs dès le mois de septembre ou d'octobre. Donc, pour finaliser, moi franchement j'ai confiance en Mourinho. Je sais il est très têtu sur certains points. Il a réussi à se contredire sur aussi, quelques déclarations, mais il y a de la bonne volonté, il y a cette aura de, défendre le club et en même temps rester professionnel et pas tomber dans des dérives un peu sectaires. Donc, non franchement, j'y crois même si, on est très loin du titre et que la saison n'est pas, comme tu as dit, elle est pas merveilleuse, mais Non, non, j'ai vraiment faut dans confiance. les termes, hein. Oui, oui. Pas se préoccuper vraiment d'être sûr. Ouais, moi, j'ai juste un sujet sur Mourinho qui me dérange un peu au niveau de sa communication. C'est le fait de pas s'inclure dans les mauvais choix ou les mauvaises prestations. Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'il a très facilement le nous quand ça se passe bien et le Benfica quand ça se passe mal. Donc voilà, la première mi-temps de Benfica, pas folle. En deuxième mi-temps, nous avons su bien réagir. Moi, c'est ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand il va dire que c'est de sa faute, c'est souvent dit de manière, ironique ou par exemple quand il dit, sur l'avant-match, «Bah, écoutez, Sporting et Porto sont meilleurs que nous parce que les coachs sont meilleurs que moi». Non, alors qu'on sait très bien qu'ils ne le pensent absolument pas donc vu les Après, est-ce que c'est juste du Mourinho qui ne changera jamais? non, en fait, je veux bien, je sais, c'est le package. Quand tu prends ce coach-là, tu as tout ce qui va avec. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est, tu vois, en fait, moi, j'ai besoin de vraiment m'identifier à toi en tant que coach pour le club. Tu as beaucoup de choses qui sont top, mais j'ai besoin vraiment de sentir que tu es dans le projet et ça englobe tout. Tu vois pourquoi aujourd'hui, il annonce pas qu'il est là l'année prochaine? Il y a tout en fait, on a l'impression qu'il y a
qui a un éléphant dans la salle et c'est très clairement est-ce que Mourinho sera là l'année prochaine ou non? Mais Alors qu'on est bientôt en fin de saison. il a avoué à demi-mot, mais il est rentré sur encore un parallèle de: «Oui, je veux rester, mais avec la ligue, réelle» et après c'est un peu parti dans le ridicule. Mais, je pense que vraiment, même si dans toute cette déclaration, je trouve que le truc de classification, victoire et cetera, c'est pas un peu, pour moi, c'est ridicule. Mais je pense qu'il y avait du vrai. Je pense qu'il veut vraiment rester dans le club, mais juste, au lieu de partir dans des envolées lyriques, s'il vous plaît, mettez juste un communiqué ou une déclaration où, on avoue clairement que, bah, il restera, et juste qu'on ne soit pas dans le flou car la fin de saison, c'est triste à dire, mais elle est à côté, quoi, elle arrive. Mais moi, je suis d'accord, sur le fait que est-ce qu'il reste, il reste pas? Ça, c'est un feuilleton qui doit pas durer et comme tu le dis, Dani, nous, on a besoin de savoir c'est quoi le projet du club. Là où je vous rejoins pas, c'est que c'est pas à Mourinho de dire, «Je reste». C'est déjà à Oui, oui. Benfica et au président de dire: «Écoute, nous, on veut que tu restes, voire que tu renouvelles. On est sur un projet sur plusieurs années, on te fait confiance et tout». C'est pour ça que je trouve j'étais déçu que Rui Costa n'intervienne pas après le match. Moi, j'ai le souvenir, je crois qu'une fois, si je me trompe pas, c'était pareil, un grand match contre Porto ou Sporting. Et c'était Jorge Jesus, qui était entraîneur et Luis Fiel, il est venu alors que tout le monde attendait presque un licenciement, de Jorge Jesus. Il a dit: «Non, non, ça c'est mon entraîneur, cette année et encore, l'année prochaine». Tu vois? Il a eu le cran de venir et de couper court à tout, je vais dire, interprétation, il reste, il reste pas, il a fermé le feuilleton sur son intervention après match et c'est ce que j'attendais, de la part de Rui Costa. Après, même s'il le vire à la fin de l'année, ils se mettent pas d'accord, mais au moins il protège l'équipe, il protège la fin de saison où il y a encore des objectifs à aller chercher. La première place, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ça va être ultra compliqué face à une équipe qui défend, très bien et qui jusqu'à présent fait presque un championnat, sans faute. Donc 7 points, autant dire que ça serait un grand miracle. Il y a encore la deuxième place à aller chercher, même si elle ne nous satisfait pas, elle nous donne un accès à la Ligue des champions, donc bon, c'est quand même un objectif à aller chercher et là-dessus, le président aurait dû intervenir et Mourinho, lors de ses déclarations, même avant Porto, avait fait cet appel, du pied en disant que, heu, il était, dans le projet et tout donc le là-dessus, moi, je pense qu'il est plus ou moins clair et là où je te rejoins aussi, Dany, ce que j'aime bien, et je me répète, peut-être, c'est que par rapport à la situation du club, c'est quelqu'un qui est important et qui a une aura, d'une personne qui est écoutée et contrairement à un Bruno Lage, à un Rui Vitória, ou Onverisme, j'en parle même pas, mais qu'on a pu avoir, qui sont, des entraîneurs, portugais avec, un béfiquisme qui est pas approuvé. Mais eux, ils osaient pas parler et dire ce qui n'allait pas, en fait. Alors que Mourinho, lui, il hésitera pas à le dire, déjà en interne, et aussi même vers l'extérieur et je pense que sa déclaration de fin de match, elle était, destinée, aux gens en interne, pour dire: «Écoutez, vous voulez que je reste? Dites-le moi et on va préparer la saison. Par contre, il y a peut-être des joueurs, oui, je vais les rayer de la carte et on va en choisir d'autres» et moi je l'ai ressenti, un peu comme ça. Maintenant, c'est à la direction de jouer et de nous dire, vers où il veut aller. Par contre, on va pas pouvoir laisser, cette situation, jusqu'au mois de mai, parce que c'est sûr que, du coup, là, il y a un feuilleton, pour Arbor, Record et Ojog qui est en train de s'ouvrir. Ils vont se frotter les mains parce qu'ils vont vendre des journaux ou des clics, sur internet, quoi et moi, j'ai envie qu'on prépare la saison, dès aujourd'hui, quoi. J'ai envie de te dire et on devait déjà la préparer dès qu'il est arrivé, sur un projet sur du long terme et arrêtons d'avoir des entraîneurs, heu, sur une année ou qui préparent une saison et au bout de 2 mois, ils sont virés. C'est pas comme ça qu'on arrive à avoir des résultats, hein. Moi, alors moi, je te rejoins et je rejoins Hugo.
Et je rejoins ce que tu dis quand tu dis que c'est à la direction d'en parler et d'affirmer. Mais en fait, ça voudrait dire dans tes propos que la direction a entre guillemets «le dessus» sur Mourinho de son avenir. Alors moi, j'estime et j'en suis convaincu que Mourinho, s'il veut rester, il reste, s'il veut partir, il part. Et que ça ne dépend que de lui et qu'en face, ils subissent la décision de Mourinho. Qu'ils n'ont pas un pouvoir de décision sur le sujet. C'est C'est pour sûr, ça que mais qui se positionne, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, c'est Mourinho qui, au final, aura le dernier choix par rapport au contrat qu'il a choisi. Mais moi, je pense qu'il a fait un appel du pied et c'est mon sentiment, je me trompe peut-être, mais je pense que si il a compris une chose, je pense, après je peux me tromper, c'est peut-être ma folie par rapport à Benfica, c'est s'il veut rester dans l'histoire du football portugais, il doit gagner avec le plus grand club de foot portugais. C'est un passage obligatoire. Je veux dire, c'est presque tu veux plus que dire pour toi, c'est que ça serait mal vu que ça se finisse comme ça et qu'ils partent avec une troisième place. exactement. Il ne peut pas rester dans l'histoire en n'ayant gagné qu'avec Porto. Il est obligé de gagner avec Benfica. C'est pas possible. C'est une ligne dans son CV qui doit être là, surtout par rapport à son pays. On est le club le plus grand, du Portugal, l'un des plus grands, d'Europe, comme il le dit. S'il ne gagne pas avec nous, c'est une défaite pour lui. Il est obligé de gagner quelque chose avec nous et quand je te dis un championnat, c'est même voir, une coupe d'Europe si on est sur un projet à plus long terme. Donc, moi je pense qu'il a cette envie-là. Par contre, il ira avec nous et je pense qu'il enfin, je suis d'accord avec toi, c'est lui qui décidera au final, mais il décidera s'il sent qu'il y a une vraie direction qui l'accompagne pour du succès et peut-être qu'aujourd'hui la question elle se pose, c'est cette question-là qui se pose. Est-ce que tu dis, Raoul, ça s'est ressenti, dans ce qu'il a dit après la victoire face au Real, quand il dit, que la victoire, elle était spéciale car, il dit: «Ich t'aime nie gente». Genre, je pense qu'il ressent vraiment l'appartenance à ce club, car surtout, bah, c'est son pays, quoi et c'est encore plus proche de là où il Et je habite, Leiria. Donc, je pense vraiment qu'il tient à gagner un titre vraiment majeur avec nous. Après, il faut vraiment faut donc insister sur une continuité et sur, une appartenance, avec notre ligne directrice. Et je vais même rajouter dans le l'avant-match contre le Real Madrid, quand il lui pose la question s'il peut dire non à Florentino Pérez, sa réponse, elle montre qu'il a envie de réussir, à Benfica. Sinon ja comme après il l'a même redit, récemment à un journaliste. Il dit: «Attendez, je suis pas con dans ma réponse, je sais ce que j'ai dit». Donc c'était aussi une preuve pour tout le monde, mais c'est un message fort auprès de la direction. Moi, je veux continuer à gagner, par contre, il faut me donner les moyens pour gagner. Là, par contre, j'ai des doutes. Mais au moins, avec, Mourinho, on sait ce qu'il veut, que ça soit avec la direction, que ça soit avec ses joueurs, parce qu'il les met aussi face à leurs responsabilités quand des fois il les met sur le terrain, plus qu'un autre. Notamment, on peut penser à Rios où, il vient avec un statut, d'un grand joueur, un transfert qui est important. Il le met aussi face à ses responsabilités et c'est là les joueurs, ils doivent répondre ou pas, hein. Et là-dessus et bah, dimanche, il y en a certains, ils ont pas répondu. Je pense à Barrenechea, je pense à Rios. Je pense aussi, on n'en a pas parlé, je l'ai défendu, quand il est venu, mais je pense qu'un des gros points noirs de ce match, c'est aussi la prestation de Rafa qui a été, catastrophique et qui n'a pas répondu à l'attente de Mourinho. Alors que c'est un joueur, confirmé, on connaît sa valeur, mais il n'a pas été, du tout dans le match et quand tu as ces joueurs-là, clés, dans ton effectif qui répondent pas présents, bon bah, on a eu j'avais dit sur Twitter que c'était un match où on allait voir les hommes qu'on a à la maison. Bien évidemment, dans ce tweet, je n'incluais pas Rafa parce que ça fait très longtemps que j'ai compris l'homme qu'on a à la maison et forcément, quoi, il faut de l'attitude et de l'envie à se dépasser, et cetera et ressentir la mystique et je me doute bien que Rafa ne fait pas partie de cette liste-là. Je suis désolé. C'est ouais. Moi, la prestation qu'il fait, ce week-end, hein, désolé, je voulais vraiment pas en parler. Ah oui, là, je suis d'accord avec toi, hein. C'est à vomir au complet. Vraiment, je parle d'attitude. Moi, l'attitude, c'est impressionnant. Comment tu vois l'entrée d'Ivanovic sur son premier pressing. Tu comprends C'est qu'il y a un souci. Alors, je veux bien, c'est des profils différents, l'intensité. J'ai déjà vu Rafa presser très, très bien sous Roger Schmidt, sous Bruno Lage. Je veux bien, même contre le Real Madrid, l'autre jour, il a très bien pressé. Moi, pour moi, il y avait des choses où, et j'entendais dans le pays, je suis assez d'accord. Il a eu peur.
Mais tu sais, Mais la semelle et il a peur. tu as raison de parler de cette entrée de, ah merde, j'ai oublié le nom. Divanovic. Divanovic, ouais. Tu as raison de parler de ça. Parce que quand il parle de Porto en disant que c'est une équipe avec, beaucoup d'intensité. En fait, je pense qu'il veut piquer aussi, nos joueurs. Rafa, on l'a vu faire des pressings de malade avec sa vitesse qui est connue sur certains matchs, que j'ai pu voir, d'ailleurs, au stade. Heu, L'attitude, on l'avait pas. Moi, c'est presque ce qui m'a le plus déçu, en fait, c'est quand on jouait notre saison sur ce match-là et j'ai envie de dire, on n'a pas eu l'attitude, et ça j'englobe les joueurs, l'équipe, même le stade au bout d'un moment où on se prend le premier but, il s'éteint alors qu'on n'arrête pas de dire: «Oui, c'est oui, Rouge», et j'ai été vraiment déçu par tout ça. Alors, bien sûr, l'équipe, faut qu'elle amène les supporters, pour que ça soit bouillant. Mais ouais, l'attitude des joueurs, Ivanovic, il est rentré, moi j'étais en tribune, j'entendais des gens qui le critiquaient: «Ouais, il joue jamais, il est pas bon, tac et tout». Ah, il a fait ce pressing, il contrôle la balle. En plus, c'était devant nous au top soul. Ah, tout de suite, les gens, ils se sont dit: «Ah ouais, lui, il a envie, quoi», et on a senti que le gamin, il voulait montrer à Mourinho: «Eh, tu me fais jamais jouer à mon poste, des fois, je suis en tribune, je passe derrière Anis Cabral, là, tu me mets, je vais te montrer que tu peux compter sur moi. Moi, j'ai du caractère, quoi», et ça, on l'a pas vu sur tous les joueurs, tu vois? Et ça, c'est dommage. Il a souvent dit, Mourinho, sur ses conférences de presse, que ce dernier aimait la mentalité d'Ivanovic, pardon. Parce qu'en fait, malgré le fait qu'il joue pas beaucoup, parce qu'il avait un palmarès c'est un peu qui survolait les rencontres, le gamin lâche pas, quoi. Il répond présent, moi je le vois sur les échauffements à la mi-temps ou en avant-match, mais surtout à la mi-temps, il va faire ses tirs dans le but, il est tout seul, il est dans sa bulle. Pas en mode, saoulé, parce que j'en ai vu aussi des joueurs saoulés et chacun réagit à sa manière, mais vraiment dans l'état d'esprit déterminé. Il se lève beaucoup sur le banc quand il est pas d'accord avec ce qui se passe, il est vachement investi, et franchement sur ça, c'est la mentalité à avoir. Alors est-ce qu'il restera avec notre prochaine? Moi j'aimerais bien parce que j'estime que c'est vraiment un très bon joueur, mais il est en train de qui fait face au FC Porto. Ah, ça a salué, il y a de l'envie. Contre le Real Madrid, il rentre avec la même envie, sauf que ça se passe mal, entre guillemets. Donc, le garçon, il est là pour ça et c'est très bien. Je fais juste mon agent immobilier. Mourinho n'est pas Leili Azeitan. Et concernant ce que vous avez dit d'ailleurs, pour moi, quand il fait cette com-là en disant je suis proche de mes gens, etc., il est aussi beaucoup sur de la com. C'est-à-dire que j'entends que ça lui plaît et il a de la tâche. Mais Mourinho a toujours eu, je trouve, une manière de romancer ses aventures quand il se sentait connecté. Je pense qu'ils se sont connectés à Benfica parce que l'équipe, parce que le club colle avec l'envie, l'ADN, et je pense même qu'il peut nous redonner, si ça se passe bien l'année prochaine, ce côté envie de tout gagner, ce côté refuser la défaite, l'exigence qu'on a perdue au sein de la direction. Alors, parce que c'était pour ça que pendant certains épisodes, je disais que j'avais envie de voir cette doublette Mario Branco-Mourinho et que que Costa soit limite là juste pour faire des cocktails au stade. Parce que ça fait bien longtemps qu'on a compris que Costa n'était pas capable de donner cette culture-là. Il ne l'a pas, c'est pas en lui. Mais qu'un Mourinho, moi, je suis convaincu qu'un mec qui a fait la Ferrari qu'il a fait, avec l'exigence qu'il a, et avec, en gros, on lui donne littéralement, il est arrivé le premier jour avec une Ferrari au Seychelles. Il en conduit une tous les jours à l'entraînement et je pense que c'est le seul qui a les mains pour, en fait. Et je pense que le reste ne le conçoit pas. Donc j'espère qu'il va même être sur le mercato très impliqué. Là où d'habitude, je demande à avoir une direction avec une vision claire et un coach qui suit. Là, j'aimerais plutôt que le club suive le coach et le directeur sportif parce que on a vu ce que ça donnait les derniers mercato, la catastrophe qu'on a pu avoir. Je préfère qu'on reste sur ça. Par exemple, je sais qu'il y en a qui sont un peu contre par exemple, le recrutement d'un Sidney Cabral. Sidney, dans ce qu'il fait, dans ce qu'on lui demande, dans un rôle de rotation, de dépanner à droite à gauche, eh ben, j'estime que c'est pas si catastrophique. Il faut des joueurs comme ça un peu dans l'effectif. Ce qu'il faut derrière, c'est des mecs comme Sheldrup qui s'affirment aujourd'hui. Sur les choses qu'on n'a peut-être pas citées et on peut citer aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de joueurs évoluer sous Mourinho, ce que j'avais pas vu avec Bruno Lage. Pour moi, Sheldrup, je vois totalement une autre posture. Prestani peut encore passer un cap, mais au vu de l'âge, il a le temps. Moi, je le vois passer un cap cette saison. Alors, tu me diras, c'est facile, l'année dernière, je vais pas. Mais sur ce qu'il a montré en RB, quand je le voyais, etc., pour moi, il a passé un cap. Pour être un joueur spécial, il va falloir que dans les derniers mètres, dans la zone de décision, il s'assoit un tueur et qu'il gomme beaucoup de défauts dans son jeu. Pavlidis, je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de Mourinho pour ça. Mais Samuel Dahl, pareil. Moi, je trouve que c'est plus le même joueur depuis que Mourinho est arrivé. Sur l'aspect défensif, je le trouve vraiment très, très bon.
Donc, il y a beaucoup de points où tu dis, bah, il y a des gens qui ont passé un cap. Donc, il y a une pub où il dit je suis coach, je transforme des bons joueurs en très bons joueurs. Et moi, c'est la sensation qui m'a donné, c'est que chez Drop, et en décembre, avec Hugo, on faisait un point, on se disait, bah, moi, je suis pas celui qui va partir et je suis dégoûté parce que j'estime que ce mec-là, il est spécial. Aujourd'hui, il nous confirme à tous qu'il est spécial. Et pour moi, il s'éclate à tous les matchs. Le match qu'il fait contre le FC Porto, c'est un des seuls qui est important. Le but qu'il met, comme l'a déjà dit Mourinho, c'est des buts compliqués à mettre parce que c'est des buts de rats. Moi, je sais que le Chelsea de l'époque ne serait pas dans cette zone de décision dans la surface à ce moment-là. Là, il le met. C'est les buts les plus simples, mais en même temps les plus durs à faire. Et ça, je pense que sur ça, on peut tirer notre chapeau à M. Mourinho. Là, je suis d'accord. On a... Ouais, juste je rebondis là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que depuis Georges Jesus, je n'avais pas vu des joueurs évoluer comme depuis cette année. Les joueurs que tu as cités, tu les prends avant l'arrivée de Mourinho et depuis qu'il est arrivé, tu vois qu'il y a une évolution. Et moi, j'estime qu'un entraîneur, notamment quand on a un club qui mise sur des jeunes talents et dont on veut qu'ils explosent, et après aussi, si on commence à miser aussi sur les joueurs, de la maison, là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que Mourinho, on voit qu'il y a, il y a un impact. Donc, alors après, c'est marche ou crève. C'est soit tu vas dans son sens et du coup, tu arrives à passer, des caps et du coup, alors là, il te soutient et il sera toujours derrière toi. Par contre, si, tu réponds pas à ses exigences, il met une croix et c'est fini pour toi, quoi, en fait. Je suis d'accord, il y a des évolutions. Tu vois Dal, je pense que ça a été, l'un des meilleurs, contre Porto, dans son match. Tjeldrup, on voit aussi une évolution, ces derniers mois. Il a été même élu, meilleur joueur, du mois de février dans le championnat. On voit l'évolution, qu'il a pris depuis, ce grand match face au Real Madrid où la veille, il était vendu, il était quasiment dans l'avion, il est resté, et j'ai envie de dire, fort heureusement. Cristiani, pareil, tu vois une évolution. Même un Barreiro où tu vois, où tout le monde se posait la question: «Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce joueur?» Aujourd'hui, tout le monde dit: «Beh non, finalement celui-là, il est vraiment bon, quoi». Heu, Je pense qu'en deuxième période là, de ce week-end, enfin, moi, je pense pas être le seul, mais moi, je me disais, mais s'il vous plaît, faites rentrer Barreiro. Quand je voyais les deux au milieu, j'en pouvais plus. Je me ah, disais, tu ce que j'ai mis aussi derrière Barreiro, je me disais, mais mettez-moi Barreiro. ah oui, c'était pareil et C'est puis bon, je t'aurais pas dit ça. Hein. oui, après Barreiro, si tu veux, comme on disait tout à l'heure, il a ses défauts. Techniquement, si ça devient plus serré, tout ça, on voit qu'il a, des difficultés, mais ça reste un joueur, un vrai soldat. Tactiquement, il est fort, il se projette bien, vers le but, et puis tu vois qu'il y a une progression, en fait, et donc c'est quelqu'un qui travaille et qui répondra toujours présent, même si c'est pas un joueur titulaire indiscutable. Dans la rotation, tu sais qu'il sera toujours là, en fait. Donc ça, c'est des joueurs de plantel qui sont, super importants et qui, avec ce genre d'entraîneur, si tu saisis l'opportunité, c'est un genre de gars, ça se trouve, il sort même plus, quoi. Donc là-dessus, oui, déçu, du résultat du match, mais on voit quand même que l'équipe, elle avait, évolué, dans le bon sens. Alors après, on est exigeant et on va pas être, comme les mecs du Sporting, quoi, et c'est pas suffisant. Faut passer un autre cap, quoi. Bah, quand tu gagnes aucun gros match au Portugal de la saison, hormis la Super Coupe, mais moi je parle de Mourinho, c'est pas normal. Je veux dire, Ouais, c'est pas normal parce que la différence, elle se fait souvent là, hein. Mmh. bah, bien évidemment. Alors, cette saison, en l'occurrence, il y a d'autres matchs qu'on aurait dû gagner et franchement, bah voilà, compliqué. Mais littéralement, là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, tu vas encore jouer Guimarães, voilà, Sporting, bon, tu as battu Guimarães à l'aller, ok. Mais Braga Sporting, tu es obligé. Moi, je le disais dans le dernier podcast, je suis convaincu qu'on va finir deuxième. Ça bouge pas. Il suffit une victoire, par exemple, de tout gagner, tu bats le Sporting et tu passes devant eux. Même si à côté, ils font pas de faute. Moi, je pense qu'on peut finir deuxième et qu'on doit finir deuxième. Et justement, ça sera au vu de la gestion de Mourinho. Je pense que sur les 9 prochains matchs, on va comprendre s'il veut rester les prochaines ou pas. Parce que c'est aussi là où il va falloir commencer à faire un tournant sur ce qu'on va construire l'année prochaine. Parce que je pense qu'on doit arriver sur une pré-saison où on est sûr de ce qu'on a et ce qu'on veut garder. Et on est sûr de ce qu'on veut sortir rapidement et mettre de côté pour continuer sur une bonne lancée. Ça paraît peut-être un peu fou ce que je veux dire, mais
on doit vivre ce qu'à un moment donné, Sporting a vécu avec Amorim quand il arrive en mars, c'est-à-dire, on est conscient, c'est-à-dire, je veux plus être dans un discours d'on va être champion. On sait très bien depuis un moment qu'on va pas être champion. Honnêtement, je sais que même si, bon, Raoul, tu as mis toute ton énergie, mais moi, je te l'avais dit en décembre, moi, depuis ce match face au Sporting, j'y crois plus. Parce que, juste statistiquement, et le fait de me dire, on va encore perdre des points, on n'a même pas fait des premiers tours, on est beaucoup trop loin, même si pourtant on perdait, c'était quasiment impossible que ça se passe bien, parce que vu la dynamique, c'était compliqué. Au niveau du contenu, ça se passe mieux, mais au niveau des stats, on en a 8 matchs nuls. Tu peux pas être champion avec 8 matchs nuls. Par contre, tu peux aller chercher cette deuxième place. Moi, je suis convaincu que Sporting va encore se couper. Ce qui est «dommage» entre guillemets, c'est qu'ils sortent de la Ligue des champions prochainement, parce que s'ils devaient jouer encore tous les 3 jours, je suis pas sûr qu'ils aient l'effectif pour faire. Ils ont un très bon, je pense que c'est la meilleure équipe, encore une fois, c'est mon avis, au Portugal, dans le contenu. Maintenant dès que tu sors les 11 joueurs, si tu dois être sur le banc chercher 3-4, ça devient plus compliqué. Mais je pense qu'il faut aller les tuer à l'Alvalade. Il faut aller gagner à l'Alvalade, et il faut, sur les matchs à domicile, avoir un noyau fort et avoir des jeunes qui apparaissent. Moi, je vais me répéter, j'ai vu la une du Record aujourd'hui, Gonzalo Moreira doit faire la pré-saison prochaine. Gonzalo Moreira doit être dans le groupe A dès le week-end prochain, il doit enchaîner. Il doit là, la semaine prochaine, aller jouer à l'Inter en Youth League en quart et qualifier le Benfica en demi-finale, gagner la Youth League, mais je ne veux pas en entendre parler pour l'année prochaine. Gonzalo Moreira aurait dû faire partie de cette équipe cette année. Et on sait, c'est pas une déclat qu'on fait là, dans le vide, parce que c'est facile de le dire aujourd'hui, ça fait un moment qu'on le dit. Et ce qu'il présente, pour moi, me confirme qu'il aurait dû jouer. Il aurait déjà dû être dans cette équipe. Alors après, est-ce que physiquement, il était au point? Est-ce que je sais pas. J'estime qu'il y a des choses qu'il fait en Youth League où il est littéralement au-dessus du lot, et que là, il est en train de montrer en B dans un contexte compliqué, parce que le coach est certainement juste un prof de PS, avec tout le respect, arrive à faire des choses convenables. Pour moi, avec un bon coach en A, il devrait aussi le faire très facilement. Ou du moins, quand j'ai vu un jeu Zenit avec 17 ans, avec quasiment aucun match en B, rendre des copies qu'il a présentées avec la A, et notamment face à VS, je ne vois pas encore Gonzalo Moreira n'en est pas capable, et ça, j'en suis pleinement convaincu. Donc voilà, ça c'est une petite opinion, petit coup. Bon, de toute façon, les journaux vont dans ton sens, hein. Aujourd'hui, sur la une du Record, ils disent qu'il est dans les papiers pour la saison prochaine, hein. Mais tu vois, quand il arrive et qu'il te dit Jean Flecking pour Gonzalo, c'est le premier jour il a dit ouais, Jean Flecking, ils l'ont envoyé dans la A. Il s'est blessé à un moment donné, ok. Putain, mais ce mec-là, il est spécial, tu vois. Genre, c'est pas juste, ce mec-là, il est spécial. C'est vraiment sur un terrain, et c'est le mec qui se rapproche le plus de Jean Neves, pas forcément dans le style de jeu, mais dans tout ce qui dégage, dans ce côté attachant, ce côté Béfikis, ce côté être petit mais se dépasser. Vraiment faire plus. Je fais 1,50 m, je suis tout petit, etc. Mais je vais être un des mecs qui a gagné le plus de ballons, qui a donné le plus d'efforts, qui va être le plus dangereux, et j'ai de la magie dans les pieds. Et moi, ce mec-là, Bon, au niveau de l'attachement, c'est un peu semblable à Gonçalo Oliveira, en défense, quoi. On dirait un duo qui, pour moi, devrait déjà être en A parce que il représente ce qui est pour moi Wifigim, c'est-à-dire le talent, la compétence et en même temps de l'attachement pour les supporters et ce qu'on compose, c'est-à-dire les supporters. Donc c'est vraiment dommage qu'il soit pas encore en A et j'avoue que les gens, ils doivent se dire: «Pourquoi Dani insiste toujours sur Gonçalo Moreira?» Mais c'est vraiment parce qu'il perf pas depuis que cette saison. Ça fait déjà de la saison dernière, il était excellent avec les U23 avec Vitor Vigne et il est encore excellent encore avec Vitor Vigne en Youth League. Il est excellent avec Anderson Velissim qui propose très peu de créativité, qui laisse très peu de créativité à ses joueurs car ses compos sont vraiment très durs à lire. Le dernier 11, il était vraiment c'était On gagne 3-0, Miguel Figueiredo, il fait son match. Miguel Figueiredo, il a des atouts physiques que certains n'ont pas, ok, mais moi, si. Encore une fois, je ne compose pas une équipe de joueurs, enfin, du combattant de MMA. Et à un moment donné, si le gamin, il fait 1,60 m, mais avec un ballon, il sait tout faire, c'est ton taf de le développer, c'est ton job de faire le nécessaire. C'est trop facile de mettre encore Krios, 2004, qui a l'âge de Neves, qui n'a rien à faire en V. Eric Larouche, pareil, je l'adore, mais il n'a plus rien à faire en B. Tu prends du temps à d'autres joueurs. Anisio devait être tout seul en pointe, avec João Rey et Gonzalo Moreira en soutien. Enfin, moi, j'aime beaucoup Eric Larouche, et je suis content qu'il marque en B. Mais on a compris le message, c'est pas un joueur pour Benfica. Voilà, on a compris, il est trop limité. Il faut qu'il fasse carrière ailleurs. Ça veut pas dire que j'en veux pas, ça m'attriste, mais il y en a d'autres qui viennent derrière. Je veux dire, Anisio, il y a quelques mois, il y a personne qui le connaissait, hein.
Il y a personne qui le connaissait. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est content de voir Anísio sur le banc. Ils ne se demandent pas si Henrique Araújo, il va bien. C'est triste à dire, mais c'est la réalité aussi de leur vie à eux. Et il faut composer avec. Donc, on a perdu Raphaël Luis en début de saison pour Strasbourg. Ça embête, mais il faut passer à autre chose. Donc, par contre, il y a des gens sur lesquels tu ne peux pas passer à côté. Et Gonzalo Moreira en fait partie. Euh, Tu vois, quand tu vois qu'à l'époque, Jean Neves avait très peu de matchs en B, mais que le coach était aussi monsieur. Non, c'était même pas Verissimo encore, mais si ça avait été Verissimo, ça aurait été exactement la même histoire. Ces mecs-là doivent passer le cap. Alors, encore une fois, je suis très content de savoir que Mourinho a son nez dans la baie et que je pense que Miguel Figueiredo, au vu de ce qui se passe en ce moment, pas impossible qu'il soit rapidement dans le groupe A. Euh, mais il faut que monsieur. Oui, je n'ai rien à faire. Il faut que monsieur Gonzalo Moreira aille sur la plus de Stade de Rouge. Je rappelle que Anísio et Ben Jaki m'ont peut-être fourni les meilleures émotions cette année au stade sur ce but avec le centre de notre Ben Jaki. Moi, c'est important pour Benfica. Et je pense qu'on en a bien conscience. Ou, je sais pas, moi, l'année prochaine, j'ai besoin de me sentir embarqué. J'ai besoin d'arriver en juin, juillet, après le mondial, et de voir Bernardo arriver au Seychelles et cadrer les petits qui montent et de vraiment me dire, OK, on est dans une belle dynamique, OK, et on garde ce coach-là, et on fait une bonne pré-saison, et on se qualifie en Ligue des Champions, et on démarre sur une belle dynamique. Et je pense que, et pourtant, je pense que ça vient de faire un an qu'on a le podcast, que j'ai des discours très pessimistes, et voilà. Mais là, je me dis qu'il y a une possibilité que ça puisse bien se passer. Euh, et il n'y a pas 10 000 options. Et ces options doivent passer par là. Et bien évidemment, inviter Otamendi à partir à River Plate. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, et j'ai envie de rajouter, moi, j'ai un peu ce même sentiment. Je me dis qu'il y a des ingrédients pour que ça se passe bien. Et du coup, le podcast, on le fait sur Mourinho. Et je pense que Mourinho est l'homme de la situation par rapport à cette direction. C'est lui qui peut être le chef d'orchestre ou le cuisinier de tous ces ingrédients pour une réussite, à savoir un Plantel qui l'aura défini à sa manière, l'intégration de ces jeunes. On voit, alors et je pense pas que pour le coup que ça soit de la com. Il est tout le temps, nous c'est Charles, en train de regarder tous les jeunes. Encore hier, tu l'as dit. Il a regardé un match de juvenile ou d'initiade, je ne sais même pas les juniors, il était en train de les regarder. Et tu vois qu'il a un œil sur tous ces jeunes et on dirait qu'il a la volonté de vouloir les accompagner à qu'ils réussissent dans le groupe A, ce qui, comme le dit Hugo, est un peu l'attente de beaucoup de béfiquistes. On l'a déjà dit sur d'autres épisodes. Nous, quand il y a un jeune de chez nous qui réussit, on est encore plus heureux que si c'est un joueur de Benfica, quoi. On a un carinho un peu spécial pour les joueurs qui sortent du centre de formation. Et moi, je pense que si on donne les pouvoirs à Mourinho sur cet aspect-là, ça peut être la personne qui peut faire que ça marche bien. Mais pas que sur un an. Moi, j'ai presque envie que ça se passe sur plusieurs saisons. Alors, bien sûr, il faut des titres pour que ça dure, mais j'ai envie, l'année prochaine, on lui donne l'équipe clé en main, fais ça à ta sauce, il nous ramène le championnat et derrière, on le laisse travailler encore plus pour nous ramener encore des titres. Et moi, j'espère un titre européen. Bah, en fait, ça va être simple. Je pense que le bon prochain de Mourinho, c'est soit l'Angleterre, mais je vois pas comment, soit la sélection. Et en fait, le mondial va dicter beaucoup de choses. S'il y a départ de Roberto Martinez, et j'ai vu aujourd'hui avec les médias, je crois que c'était ESPN, que dans ce Pays de Brésil, ouais. voilà, que dans Jesus serait. Voilà, de toute façon, ça fait sens. Je pense que ça passera par là, que ce soit par Georges Jesus, soit par Mourinho pour le prochain sélectionneur. Je pense qu'il y a cette volonté-là de la part de Pep Florence et j'ai très peu de doutes. Si Jesus y a, je pense que Mourinho doit remballer sur la saison prochaine. Imaginons qu'il y a une Ligue Europa et pas une Ligue des Champions. Moi, pour moi, je vais peut-être être polémique, mais Il faut la gagner. c'est pas autre chose. Il n'y a Ah pas ouais, un c'est document. clair. C'est ça plus la Ligue, c'est ça plus le championnat. C'est le minimum. Moi, j'ai pas envie qu'on soit en Ligue Europa, mais comme tu dis, s'il y a Ligue Europa,
l'année prochaine, il faut aller la chercher, c'est clair. C'est Et, clair. ah oui, je veux bien, mais il va falloir vendre des joueurs. Vendez, il y a ce qu'il faut à la formation. Et tu repars sur une année où, si tu dois me séparer de Rios, Enzo, pour aller me chercher Bernardo Silva, payer le contrat, ce que tu veux, fais. Fais, et tu repars sur une base où euh, je te fais totalement confiance pour moi, je vais vous dire un truc. Vous l'avez vu l'année dernière avec Porto, et j'avais fait un podcast avec Cassine à l'époque en disant que pour moi, le FC Porto avait fait une saison dramatique, mais que j'avais entendu AVB tenir un discours qui était juste de reconnaître ses erreurs. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas donné à notre président, malheureusement. Et moi, pour moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme l'a dit Mourinho, ils ont une manière de jouer, et pour l'instant, ça paye. C'est-à-dire que s'ils gagnent leur championnat, et s'ils font un bon parcours en Europa League, ça, c'est un autre sujet, mais s'ils font championnat, juste ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu un championnat. Moi, j'aurais donné beaucoup de choses pour avoir juste un championnat. Derrière, après, s'il travaille ou pas, le reste du temps, c'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est que cette saison, il faut qu'au moins elle serve à quelque chose, pas pour la direction, parce que j'ai bien compris que ça faisait longtemps que ces gens-là comprenaient très peu de choses à ce qui se passait dans le monde du football. Mais pour Mourinho, il faut qu'elle lui serve à, derrière, rembarrer tout et se dire, OK, l'année prochaine, on part sur ça. Et s'il veut rebondir, s'il n'a pas la sélection et vise un autre club, c'est gagner l'Europa League et faire un très bon parcours l'année qui suit en Ligue des Champions. Et après, partir sur ça, soit sur un autre club, soit l'Arabie Saoudite, soit peut-être la sélection après l'Euro, si ça se passe mal. Parce qu'en fait, faut que si nouveau sélectionneur il y a après août, c'est des cycles de 2 classes. Donc, il ne pourra pas aller toucher la sélection de suite. Il devra aller s'exiler peut-être en Arabie Saoudite. Et c'est pour ça qu'on aura très vite des réponses, je pense, dans les 2-3 prochains mois. Et c'est bizarre, hein, je pense que c'est le seul coach au monde, avec la saison qu'ils nous font, on n'est pas en train de demander sa tête. Et ça, c'est Bruno Lage, l'année dernière, dans les décisions, on demandait déjà sa tête, on n'en pouvait plus. Mourinho s'en sort bien. Donc, parce que, je sais pas, je pense qu'on a tous ce truc où on se dit, il nous a montré que potentiellement, ça pouvait bien se passer s'il avait tous les éléments en main. On va voir. Il a un truc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, où j'ai l'impression qu'il me redonne la sensation d'être supérieur aux équipes plus abordables dans notre championnat. Et ça fait longtemps que je ressentais pas ce truc d'arriver confiant sur certains matchs, notamment à la maison, avec des équipes prenables, mais des fois on se faisait surprendre. Parce que ça fait longtemps qu'il se fait pas surprendre comme ça. Alors maintenant, après, il y a l'interrogation de les gros matchs, comment il les gère. Et il faut, par exemple, il faut absolument qu'il gagne à Alvalade. Qu'il gagne à Alvalade et qu'il reçoive Braga et qu'il gagne aussi. Ça va être déterminant aussi. Bon, après, qu'on soit tous pour qu'ils continuent, je sais pas. Moi, j'en connais quelques-uns qui veulent pas. Mais déjà Après, majoritairement, tu vois, de ce côté, mais c'est partout. oui, après, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est l'homme de la situation et qu'il y a beaucoup de béfiquistes qui ont envie de le voir sur une saison qu'il aura préparée, heu, lui, avec la direction. Après, on sait, hein, la vie des entraîneurs, dans tous les clubs et surtout à Benfica, passe par des titres. Bon, Totalement. Totalement. C'est ça et que ça, je pense que pour le coup, il en a conscience. on est assez d'accord. Messieurs, on arrive sur l'heure d'émission et je pense qu'on a été assez complet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, une mention, voilà, une prévision, quelque chose? Moi, juste, on avait tout il y a ce débat sur les réseaux qui, je pense, c'est un bon débat. C'est, est-ce que c'est un entraîneur à Benfica dans le sens où Benfica a toujours été connu pour un style de jeu offensif qui veut toujours plus et plus. Est-ce que Mourinho est cet entraîneur-là? Il y avait ce débat au début. Je pense qu'au fil des matchs, il a réussi à montrer qu'il pouvait avoir c'est un autre jeu qui se ressemble à ce qui fait l'essence de notre club. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Peut-être que vous avez un autre avis. Et là, sur ce point, je n'ai plus peur. Parce que par exemple, quand on joue le 0-0 face à Porto, c'est là que ça a commencé à avoir les débats, comment un entraîneur qui joue défensivement peut avoir les mains pour un club comme le nôtre. Là, il a montré il pouvait toujours chercher le deuxième, le troisième but, le quatrième but. Mais j'espère que ça va continuer de cette manière et qu'il ne va pas retomber sur ses retranchements. Et c'est un peu ce que j'ai peur parce que il a réussi à faire ce jeu attractif et aussi surtout un jeu cohérent
un peu paradoxalement quand les éléments majeurs de l'équipe étaient blessés. Là, maintenant, ces éléments sont en train de revenir. Là, il a vraiment un effectif complet, mis à part la blessure de Frédéric Orsnes qui va revenir en avril. Mais il y a Luke Bacchio, il y a Orios qui est revenu et tout. On va voir la fin de la saison et on va voir comment ça va se terminer. Surtout, j'espère avec la deuxième place et du coup avec un jeu qui est identifiable au neutre. C'est d'accord. Assez d'accord. Mathieu. Ouais, sur cet aspect-là, je suis d'accord. Le 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 fait est-ce que c'est un entraîneur abeilfique ou pas? Ça on l'a souvent entendu dans l'histoire où on veut des entraîneurs, même si on gagne, qui ultra offensifs et un jeu spectaculaire, tout ça. Je pense qu'il nous a montré, après ce match de Porto, mais il faut le ramener dans un contexte où là, si tu perdais là-bas, tu étais, déjà hors course, dès son arrivée. Donc il fallait pas qu'il perde et en fait, il a plutôt joué, dans ce sens-là, à un moment où l'équipe était pas très bien. Mais ce qu'on a vu, ces derniers mois, il y a quand même un jeu qui s'est amélioré, qui est plus attractif, hein. Alors après, par le fait qu'on joue avec des vrais ailiers aussi. Par contre, et je pense qu'il a mis un doigt sur quelque chose qui est aussi, notre problème aujourd'hui, on est une équipe qui pouvons, dominer, beaucoup, mais on marque pas assez de buts et ça, j'ai envie de te dire, et ça pourra faire l'objet d'un podcast, mais on a un réel problème pour marquer, des buts. Pavlidis, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué au niveau, des statistiques, mais dans, sa présence dans la surface où aujourd'hui avec, on a des ailiers qui sont là pour centrer et mettre la balle dans la surface. Moi, je trouve qu'on a un réel problème, par rapport, à ce poste-là. Aujourd'hui, par rapport au profil qui est Pavlidis, qu'il faudra y répondre, je pense, l'année prochaine et aussi d'autres joueurs qui doivent marquer plus de buts et je prends le cas de nos jeunes joueurs et ça fera heu, une passe décisive pour le prochain podcast, je crois que c'était qui est prévu pour, Sheldrup. Maintenant, on va leur demander aussi, à ces jeunes joueurs, que ce soit Sheldrup ou Prestiani, bah, il va falloir marquer des buts. C'est-à-dire que sur cet aspect-là, ils ont passé un cap. Maintenant, le cap qu'ils doivent aussi passer, c'est qu'ils doivent marquer des buts. Parce que, Après, Sadi doit le passer, mais moi, je trouve que Sheldrup est en train de le passer. Parce c'est déjà le deuxième meilleur buteur derrière Pavlidis. Tu vois? Donc, bon, avec pas beaucoup, hein, mais à la fin de saison, encore une fois, moi, j'attends il trop est les je chiffres. suis d'accord avec toi, là, il est en train de le prouver sur les derniers matchs, plus il marque, dans des matchs importants. Il faut qu'il soit dans cette continuité-là, parce que c'est un point où on n'est pas très, très bon. On est totalement d'accord et on vous a un peu teasé le prochain épisode, qu'on a hâte de faire. Moi, personnellement, je suis assez pressé concernant notre petit Sheldrup. Messieurs, il ne reste plus qu'à vous remercier, et à vous souhaiter, bien évidemment une bonne soirée à vous et à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Comme d'habitude, la petite invitation, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre like, très important pour nous. On se retrouve très bientôt, certainement la semaine prochaine pour du coup cet épisode sur ce jeu. On espère que celui-ci sur Mourinho vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et me partager votre opinion sur le sujet. Est-ce que vous êtes pour ou non la continuité de Mourinho pour la semaine prochaine et quel est votre avis sur le bilan de cette saison avec Mourinho. Voilà, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Merci à toi, David. Salut Hugo Magnifique, hein. et vive Benfica.